Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins célèbres. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire pour servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un enfant par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine et réalisé grâce à la fondation OCIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant ? Comment mieux le soutenir et l'accompagner ? Dans quelle force puisse-t-on pour se construire ? Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort, et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Clémentine Autain. Militante de gauche de longue date et députée, elle a perdu sa mère, l'actrice Dominique Laffin, à l'âge de 12 ans. Crise cardiaque ou mort accidentelle, la question ne sera jamais tranchée. Ce décès annoncé au JT a été suivi d'un grand silence. Son père ne souhaitait pas cultiver la nostalgie. Alors, Clémentine a grandi avec le cadavre de sa mère dans le placard et réprimé son chagrin et sa colère. Jusqu'à ce qu'elle se décide à les coucher sur papier dans « Dites-lui que je l'aime », une lumineuse lettre d'amour à sa mère. C'est mon mari un soir qui m'a dit « Mais pourquoi t'écrirais pas sur ta mère ?» Et il m'aurait dit « Pourquoi t'irais pas sur la planète Mars ?» Ça m'aurait fait à peu près le même effet. Je trouvais ça délirant comme proposition. Et ce qui est très troublant, c'est que les personnes qui ont connu ma mère, qui me connaissent depuis que je suis toute petite, quand je leur ai dit, ils m'ont tous dit « Mais oui, évidemment, tu vas écrire ce livre. Tout le monde sait que tu vas écrire ce livre. » Alors c'est ça qui m'a troublée en fait. Et quand on devient soi-même parent, on est confronté toujours au modèle parental. Et je savais pas quoi dire à mes enfants de leur grand-mère. Et je pense que c'était une manière aussi de m'adresser à eux, je pense. Alors au début, j'ai écrit pour moi, pas dans l'idée de publier, sans urgence, sans contrat, sans but vraiment. Et du coup, ça m'a permis au démarrage de vraiment sortir quelque part toute la colère que j'avais à l'égard de ma mère. Et donc les mauvaises scènes, les mauvais souvenirs. Et ça m'a fait sans doute du bien de les poser. Après, quand j'ai commencé à entrer dans la deuxième phase du livre et d'essayer d'aller à sa rencontre, et donc d'un personnage plus complexe, et aussi des bons souvenirs qui sont les miens, d'essayer en tout cas de la rencontrer, sans doute que cette phase était difficile et effectivement j'ai perdu le manuscrit. En fait, mon ordinateur a été volé et j'ai perdu un tiers du manuscrit. Et donc je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré pendant au moins 1 heure sans parler. Alors, mon mari qui était très attaché à ce livre, savait plus quoi dire, était très embêté, était très inquiet, vu ma sidération et le fait que j'arrivais même pas à sortir un mot tellement j'étais suffoquée d'angoisse. Et 1 semaine après, je me suis remise à écrire. J'ai recommencé. C'est sans doute que, comme on me l'a dit, ce livre était en moi et donc il fallait juste le sortir. C'était un jour où j'avais pas d'école, c'était un mercredi, et donc le matin, tout le monde était à la maison, ma belle-mère y compris qui normalement travaille, ma tante qui normalement elle aussi n'est évidemment pas là le mercredi matin, et donc je somnolais un peu et je les voyais aller venir vers ma chambre pour voir si j'allais me lever. Et donc j'étais absolument convaincue qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé, mais pour moi d'abord la chose grave c'était moi qui avais fait quelque chose de grave. Et donc j'ai pas pu me lever tant que j'étais pas sûre avec moi-même que j'avais rien fait de grave. Et une fois que j'étais sûre que je me suis levée, j'ai traversé le couloir et en arrivant, en voyant leur tête, avant même que mon père me dise ce qui s'était passé, c'est inexplicable, mais je savais que c'était ça. Que ma mère était morte. Ils ont commencé, je crois, de mémoire, évidemment, toujours par cette idée, il y a eu un accident, enfin on ne dit pas brutalement ta mère est morte, donc on essaye de... Et voilà, et je sais tout de suite. C'est une espèce de choc, évidemment, très violent. La jambe par-dessus bord de la fenêtre, là j'ai pensé qu'elle allait mourir, puisque effectivement il y avait un risque avéré, mais elle m'a vue, donc elle est revenue à la vie. Je savais aussi qu'elle se mettait en danger en buvant comme elle buvait et en mélangeant avec des anxiolytiques. Je savais que ça faisait pas bon ménage. Donc, je savais qu'elle se mettait en danger, mais je crois pas que j'avais une peur véritable qu'elle meure. C'était pas ça. J'avais la peur qu'elle se détruise, j'avais la peur des moments qui étaient des moments très violents, très, très tristes, très glauques, mais pas exactement la peur qu'elle meure, je crois pas.
Je comprends pas du tout à ce moment-là. Une crise cardiaque à 33 ans, je trouve ça absolument anormal. D'ailleurs, je continue à trouver ça quand même curieux. Alors, on pourrait penser que peut-être qu'elle avait une malformation cardiaque et qu'on l'avait pas décelée. Ça, c'est toujours possible. Après, ça peut être le simple fait d'une hygiène de vie catastrophique parce qu'elle fumait aussi 2 paquets de cigarettes par jour, en plus de l'alcool, en plus des anxiolytiques. Donc, ça fait quand même année après année un cocktail un peu détonnant, plus un bain très chaud. Elle prenait des bains extrêmement chauds et elle est morte dans cette baignoire chaude. Donc, l'accident est plausible. Mais à l'époque, j'ai besoin de me raconter d'autres choses. Donc, d'abord, je pense que c'est son amoureux du moment qui l'a tué. Donc, je me fais tout un tas de scénarios. Je me dis, mais évidemment, mais c'est lui. Enfin, c'est absurde. Je sais pas. Je me demande si elle s'est suicidée. Et c'est ça qui est parfois aussi difficile, c'est d'accepter qu'on sait pas. Et maintenant, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas tout à fait de quoi elle est morte. Et de toute façon, elle est morte. Donc, c'est comme ça. Alors le lendemain, je suis retournée à l'école parce que je voyais pas très bien ce que j'allais faire toute seule chez moi à tourner en rond. Et j'ai eu ce sentiment qui était sans doute pas qu'un sentiment que tout le monde parlait derrière mon dos. Ils disaient mais qu'est-ce qu'elle fait là quoi ? Elle a perdu sa mère et elle vient à l'école, mais c'est elle, comme si c'était quelque chose qui n'était pas moral. Mais j'étais très bravache vis-à-vis de ça à ce moment-là et j'étais sûre de mon fait qu'il fallait que je sois à l'école, qu'il fallait être dans la vie, enfin qu'il y avait pas de quoi être cloîtrée et de toute façon je ne voyais pas ce que j'aurais fait entre 4 murs. J'étais en classe de 6e et évidemment tout le monde savait aussi parce que, et ça a été un moment d'ailleurs assez choquant, c'est que la mort de ma mère a fait l'objet d'une information au journal télévisé. Donc c'était une information publique. Alors ça, je me souviens très bien avoir été à table devant ce journal télévisé et en fin de journal, voilà, il y a cette annonce d'une actrice décédée. Ça, c'était dur. Et donc le lendemain, quand je suis allée à l'école, oui, je pense que tout le monde était très au courant. Disons les enseignants, mes amis proches, plus le bouche à oreille. L'enterrement arrive assez tard, c'est après une semaine. Moi, j'ai un souvenir de monde, alors je sais que d'autres disent qu'au contraire, il n'y avait pas tant de monde que ça au regard de sa notoriété et de sa place dans le cinéma, qu'il manquait beaucoup de gens. Mais le souvenir, bref, en fait, on l'a enterré, il n'y a pas eu de prise de parole, chacun a mis une rose. Et puis, voyant d'autres enterrements, et notamment enterrement d'une mère d'amis à moi, je me suis dit, mais c'est incroyable, pendant 1h30, les gens ont parlé. On décrit sa personnalité, les enfants ont pris la parole, enfin, qui sont des adultes, mais plein de gens ont parlé d'elle. Et là, à l'époque, il y avait aucun mot. Personne n'a pris la parole. Je ne l'explique pas vraiment. Sans doute l'effet de sidération d'une mort d'une personne très jeune, parce que quand même 33 ans, mourir d'une crise cardiaque, c'est extrêmement jeune. Donc je pense qu'il y avait un effet de sidération très très grand. Et je sais pas pourquoi ce choix a été fait, que personne ne parle, je sais pas. Je crois que c'est important quand même ces moments de communion où on est ensemble et on peut retracer une personnalité, enfin lui rendre hommage aussi. Et c'est comme s'il n'y avait pas eu d'hommage. C'est violent, en fait. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on parlait d'elle comme une vie qui de toute façon n'allait pas et allait vers de l'autodestruction. Et quelque part, il y avait cette idée que c'était peut-être mieux comme ça. Évidemment non, évidemment c'était pas fini, évidemment c'est pas mieux comme ça. Et après, c'est un long cheminement. Oui, c'est un traumatisme entêtant et très violent et au long cours. Moi, j'ai souvenir de une année très entêtante, c'est-à-dire ça vient tout le temps. Tout le temps, ça déconcentre, c'est long en fait à digérer. Ce sont de nombreuses années pour pouvoir digérer. Tous les gens qui connaissent des décès de proches le savent, c'est-à-dire que la période immédiate des semaines qui suivent, en fait, c'est à la fois un état de choc, mais c'est pas le plus difficile parce qu'il n'y a pas le manque. Et puis il y a une grande agitation, il y a beaucoup de prévention de partout. Donc je dirais que c'est pas le plus. Ça c'est clair que c'était le tabou. On n'en parlait pas. Ma grand-mère ne m'en parlait pas, et ma tante, je l'ai vite pas trop vue, qui était celle proche de ma mère et pas trop vue. Et mon père a essayé beaucoup de couper aussi des liens et de pas entretenir en fait une espèce de nostalgie. Donc ça s'est fait dans une forme de rupture, oui.
Et j'ai longtemps pensé qu'on était très nombreux. J'arrivais pas à me voir complètement seule dans cette situation. Je sais pas pourquoi. J'avais pas l'impression de vivre quelque chose de si incroyable. Même encore aujourd'hui, en fait. Pourtant, j'ai bien observé à l'école l'effet que ça avait. Donc, ça semblait être quelque chose de vraiment très dramatique. J'avais pas l'impression que je vivais la chose la plus monstrueuse du monde. Alors peut-être parce que aussi dans ma famille, on était très tournés vers la politique, vers les malheurs du monde, vers les enfants qui mouraient de faim en Éthiopie. Enfin, une conscience quand même grand angle de la misère du monde. Peut-être aussi que je me suis raccrochée à cette misère du monde. Et peut-être que ça fait partie d'ailleurs de l'histoire de mon engagement politique. C'est que j'ai aussi fui mes propres drames, ou en tout cas surmonté mes propres drames en m'intéressant aux drames des autres. Et du coup, évidemment, ça rend les miens très relatifs. Très, très relatifs. J'ai quand même connu ma mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, je trouve que c'est assez... c'est une tranche de vie quand même. Hein. Donc, elle a été là longtemps. J'ai une de mes grandes amies qui a perdu sa mère à l'âge de 4 ans, qui, toute la maternelle et toute la primaire, a fait les colliers de nouilles pour la fête des mères, quoi. Bon, ça, je pense que c'est un minimum, que de comprendre que quand il y a un enfant qui a perdu son parent, on lui demande pas de faire le collier de nouilles pour sa mère qui est décédée. Donc, je pense qu'en effet, que la prise en considération, elle peut amener à, voilà, des choses quand même, à ne pas faire pour ne pas accroître le traumatisme, mais c'est pas non plus à l'école de répondre à ce traumatisme. Le fait qu'on ait de moins en moins de psychologues scolaires, ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que c'est vrai pour les enfants orphelins, mais c'est vrai pour d'autres traumatismes potentiels. Et je crois quand même que avoir un psy à disposition pour les enfants, ça peut vraiment changer la vie quand même. Hein. Moi, j'ai pas vu de psy à cet âge-là. Mes parents étaient opposés à cette hypothèse et ça se discute quand même. Mon père, qui était inquiet pour moi, au bout d'1 an, il trouvait qu'il fallait passer à autre chose. Et moi, j'avais du mal à passer à autre chose. Et je ressentais cette pression qui était implicite, hein, qui n'était pas non plus... mais qui était d'abord liée à son propre stress à lui, je crois. Sur sa propre inquiétude. Pas évident non plus, hein, d'être le parent restant et avec cet enfant en souffrance. Je pense que c'est difficile aussi, d'être le parent qui sait pas forcément toujours comment faire pour que ça se passe bien. Pas évident. Mais ils ont eu plutôt l'option de pas nourrir trop la nostalgie. C'est un parti pris. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je sais pas si ça aurait été tellement mieux si on avait beaucoup nourri la nostalgie, si on m'avait beaucoup accompagnée dans la douleur, parce que quelque part, de toute façon, on est très seul. On est aussi très seul face à ce manque et à cette souffrance. Et je trouve qu'on a beaucoup de jugements de valeur sur la réaction des gens face au drame de la perte d'un proche. Ça me frappe. Il y a toujours un jugement sur la réaction qu'on a, et je pense que chacun réagit avec ce qu'il est. Ça ne veut pas dire grand-chose sur ce qu'il ressent au fond. Voilà, moi je pleurais pas. L'enterrement de ma mère, j'étais pas en pleurs, j'étais droite dans mes bottes et je pleurais pas, j'assumais, mais ça dit pas que je n'étais pas plus triste qu'un autre enfant qui aurait une autre réaction, qui était de pleurer à chaudes larmes pendant 2 heures. Bon, chacun fait un peu comme il peut, et je crois qu'il y a du jugement. La seule chose qui m'a toujours troublée, c'est évidemment ce moment où il faut le dire, dans une conversation avec des nouvelles personnes, et donc on dit ma mère est décédée, et toujours cette phrase qui revient où les gens disent « Ah, je suis désolée ». Donc j'ai jamais compris cette phrase, parce que ça se dit comme ça, mais j'ai toujours répondu « Mais c'est pas de votre faute, donc je comprends pas pourquoi les gens sont désolés ». Alors en fait, c'est un mot tout à fait bienveillant qui veut dire « Ah, c'est triste, je suis désolée pour toi », en fait. Mais c'était une phrase qui m'a toujours énervée. Et puis après, en fait, les gens, ils disent ça aussi beaucoup pour fermer la porte à la discussion. Les gens n'aiment pas les drames. En général, les gens sont désolés, ils préfèrent parler d'autre chose. Donc c'est aussi une manière de fermer le banc, je trouve, je suis désolée. Il n'y a jamais eu de rituel. Moi, j'avais la date en tête, mais je l'ai longtemps cherché. Dans l'adolescence, j'ai beaucoup cherché. Alors pas en allant d'ailleurs au cimetière, qui était pour moi un lieu qui me parlait pas du tout, mais plutôt en allant devant des portes d'immeubles où on avait habité, en allant acheter son parfum, enfin des choses comme ça, qui étaient plus des souvenirs plus vivants, en fait.
Elle était très présente dans ma chambre, avec des photos, des affiches de films. Oui, j'ai vraiment vécu l'adolescence avec elle. Et puis après, j'ai coupé. Jeune adulte, j'ai coupé littéralement. Totalement. Alors, le conflit, c'est tout le problème. Et ça, c'est vrai, je pense, pour tous ceux qui perdent un de leurs parents, oui, a fortiori évidemment les deux, avant l'adolescence, c'est qu'il n'y a pas cette phase de conflit. Et ça, c'est compliqué. Parce que on peut pas régler ses comptes. Il y a un moment qui manque d'affrontement que j'ai eu avec mon père. Après, évidemment, je me suis à un moment donné affrontée, confrontée à lui, dit tout le mal que je pensais de lui, comme c'est d'une banalité totale. Mais au moins, j'ai pu m'engueuler avec lui. Et ma mère, non, jamais. Donc ça c'est difficile, je pense, de pas avoir réglé ce compte-là. Le basculement, c'est au moment où je me construis comme jeune adulte et où, en tout cas, j'ai la ferme intention de ne pas lui ressembler, de ne pas chuter comme elle, de me construire une vie stable, épanouissante et de fuir tout ce qui relève de la destruction, en fait. Ça a été obsessionnel chez moi, vraiment obsessionnel. Donc avec des rêves de normalité inaccessibles en réalité pour moi, parce que je pense que quand on a vécu dans un contexte très instable, pas normé, on peut avoir une quête de normes. Bon, au final, en fait, on sait pas complètement faire. Mais ça m'a permis de mettre des bornes quand même. Mettre un point d'honneur, à bien payer ses impôts, même si ça m'est souvent apparu comme quelque chose de très difficile, de pas me mettre dans le rouge financièrement, de ne pas boire une goutte d'alcool. Des choses assez radicales pour moi. Faire des études, être à l'heure, des choses très simples comme ça. Bilan à 46 ans, ça a plutôt pas trop mal marché quand même à l'usage. C'est vrai que j'ai mis ma mère totalement à distance à l'âge adulte. J'avoue, je ne pensais plus à elle. C'était vraiment pas quelqu'un qui, pendant très longtemps, a fait partie de mes pensées, Les gens me disaient souvent, notamment dans des moments où on a des coups durs, je vois mes amies, c'est parfois des moments où elles appellent leur maman parce qu'elles ont un chagrin d'amour, un chagrin de ci, et on appelle sa maman en pleurant pour avoir. Mais comme moi je l'ai jamais fait, même quand elle était là, quelque part, j'ai pris l'habitude de vivre sans ça. Alors je le fais avec d'autres, j'appelle mes amies, mais je compte pas sur elles, et donc je l'avais mise de côté. Et ça allait bien comme ça, franchement. Puisque autour de moi, ceux qui me connaissent très intimement ont tous dit « Mais évidemment, bien sûr que tu as ce livre en toi, bien sûr que tu vas faire ce livre. » Ça veut dire que quelque part émanait de moi cette aspiration, ou en tout cas que moi j'avais l'impression de l'avoir mise de côté, mais que je devais pas l'avoir mise tant de côté que ça. Et les gens qui me connaissent depuis moins longtemps connaissaient pas cette histoire même. Ont tout découvert et étaient étonnés. Et je ne parlais pas de ma mère. C'est pas un sujet de conversation pour moi. D'avoir écrit ce livre me permet surtout de me réconcilier avec moi-même. Beaucoup de gens me disent « Ah, vous êtes réconcilié avec votre mère ». Je crois pas qu'on se réconcilie avec un mort. Ça me paraît assez ubuesque comme hypothèse. Mais par contre, avec soi-même, oui, je crois. Parce que c'est une partie de moi-même qui était mise sous le boisseau. Et donc, je pense que ça me donne plus de liberté pour assumer une part de moi-même que j'ai peut-être passé beaucoup de temps à vouloir mettre de côté, et après tout, elle est là, et c'est pas grave, et au contraire même. Mais il fallait, je crois, que je me prouve que j'étais capable d'avoir une vie stable, que je n'étais pas dans la destruction, et tout ce temps-là, je l'ai mise de côté pour arriver à ce point d'équilibre personnel qui me permet maintenant d'ouvrir cette porte. Mais vous voyez, c'est long, plus de 40 ans, donc je suis passée vraiment dans une phase de compréhension de découverte aussi de cette femme et de la considérer comme femme avec ses failles. Et puis elle a donné l'essentiel. Elle n'avait pas de volonté de nuire. C'était pas une maltraitance volontaire. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été aimée par ma mère. C'est impossible. D'où cette aversion que j'ai pour cette phrase « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Ça me paraît quelque chose d'assez faux, au sens où on peut aimer quelqu'un et parfois ne pas être en capacité de le démontrer parce qu'on est soi-même mal. Et ma mère, elle était d'abord incapable de s'occuper d'elle-même. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne me voulait pas du bien, qu'elle essayait pas à sa mesure de faire des efforts pour être bien, mais elle en avait tout simplement pas la possibilité, la capacité. Avec un minimum d'humanité,
Il n'y a pas de raison de lui en vouloir. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour reconnaître qu'en fait, je ne suis pas si loin d'elle. J'ai plein de choses qui lui ressemblent et tant mieux. Quand j'ai atteint 33 ans, j'ai évidemment eu de l'anxiété de passer ce cap qui était l'âge de sa mort, donc des angoisses de mort, bien sûr. Et une fois qu'on a passé le cap, on a l'impression d'être en sursis, en fait. Que toutes les années qui suivent, c'est du bonus. Donc ça crée un autre rapport à la mort, je crois. Quelque part, d'avoir déjà eu une victoire sur la mort et d'avoir la chance de vieillir. Moi, je vois la vieillesse vraiment comme une chance, quoi. J'espère avoir la chance de vieillir. Donc, c'est pas tout à fait pareil que la crainte de vieillir. Et puis, j'ai pas de modèle féminin d'une femme qui vieillit, donc qui physiquement s'étiole ou je sais pas quoi, ou devient... j'entends beaucoup d'amis, je veux pas devenir comme ma mère, quelle horreur. Bon, moi, j'ai pas ce modèle du tout. Et au contraire, une espèce de... Je trouve ça magnifique de vieillir. J'aime beaucoup voir des femmes âgées, élégantes, qui ont justement beaucoup aussi de leçons de vie dans leur tête et des mots si intelligents sur la vie. Enfin, je trouve ça magnifique, en fait. Alors, quand je suis tombée enceinte, j'étais certaine que j'aurais une petite fille. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme une forme d'évidence. Et quand j'ai appris que c'était un garçon, j'ai eu un grand fou rire. Et en fait, je pense que ça m'a libérée dans mon rapport à la maternité, parce que j'étais pas dans le même schéma. C'était autre chose. Et ça, je suis certaine que ça a déverrouillé chez moi des choses qui m'ont facilité la vie de maman. Après, quand on a une maman défaillante, on a aussi une chance, d'une certaine manière. Alors, j'ironise, bien sûr, mais je me disais que c'était quand même pas si compliqué de faire mieux. Donc, on peut se trouver bons parents, peut-être à bon compte. Et je vois des amies qui sont très admiratives de ce que leur mère a donné, de ce qu'elle a pu faire, et je les trouve parfois beaucoup plus anxieuses que moi dans leur maternité. Parce qu'elles se demandent si elles vont être capables d'être à niveau de ce que leur mère a été capable de donner, de sacrifices aussi parfois faits. Alors que moi, c'est presque souvent l'inverse. Quand je pense à des choses que faisait ma mère et qui me paraissent démentes. Parce qu'on dit souvent aussi, quand on grandit, qu'on devient parent soi-même, on comprend mieux. Que quand même, ses parents, ils ont été défaillants, mais enfin, c'est difficile, tout ça. Et moi, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce que c'était que des enfants de 6-7 ans, et d'imaginer que ma mère me laissait seule, sans me dire qu'elle était partie, que je me relevais la nuit, qu'elle était pas là et qu'elle m'avait pas prévenue, j'hallucine. Je me dis, mais comment on peut faire ça? Donc, au contraire, ça a accru ma colère, et pas ma compréhension, mais ma colère. Je pense que je suis une mère assez différente de ma mère, ça, y a pas trop de doute. Sans doute qu'il y a des points communs aussi. C'est difficile à dire, presque aux enfants, qu'il faudra poser la question plus tard. Hein. C'est pas très simple, quand même. Hein. Mais j'ai une obsession, en tout cas, de pourvoir à tout ce que moi j'ai souffert de ne pas avoir, notamment d'être à l'heure à l'école, de se soucier de toute une série de choses matérielles, tout en sachant que l'essentiel, c'est de transmettre de l'amour, de la confiance, du désir et de l'appétit de vie, de la curiosité au monde. Bon, ce qu'on essaye, je crois, beaucoup de parents de faire. Pour l'instant, je crois que mes enfants ont l'air d'aller bien. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi trouver de nombreux articles sur le deuil en consultant le site happyn.life ou aucirp.fr. Le livre de Clémentine Autain, Dites-lui que je l'aime, est quant à lui disponible aux éditions Grasset.